Et nous allons maintenant céder la parole à Fanny Mas, qui est donc titulaire d'un Master of Material Science au MIT et qui a fait son travail de thèse au CIMAP à Grenoble, et elle a rejoint Constellium, donc à Vorep, le centre de recherche de Vorep. Elle va donc nous parler de l'aluminium et du recyclage de l'aluminium. À vous. Merci. Le vert. Ah, celui-là. Le vert tout en haut. Je sais pas, lequel ? Celui-là. Ah, celui-là, oui, ça marche. Voilà. Désolée. Merci pour cette introduction. Merci à vous d'être venus si nombreux aujourd'hui autour de cette thématique passionnante du recyclage. Et donc, pendant les 20 minutes à venir, je vais vous parler de recyclage de l'aluminium. Quels sont les enjeux, les challenges, mais aussi les nombreuses opportunités. Alors voilà l'agenda que je vous propose, une rapide présentation de l'entreprise Constellium et de son centre de recherche. Ensuite, on regardera un peu ensemble donc, les sources d'émissions de gaz à effet de serre dans l'ensemble du cycle de vie de l'aluminium et pourquoi le recyclage a un rôle clé à jouer. Et puis, je finirai par un focus sur un domaine particulier qui est l'automobile et l'aluminium dans l'automobile et les défis de la mise en place d'une économie circulaire dans ce domaine. Alors, quelques mots sur Constellium, qui n'est pas forcément connu. Constellium, c'est une émanation d'un groupe historique français, donc une des multiples émanations de ce groupe, donc c'est le groupe Péchinet. Aujourd'hui, Constellium, c'est 12 500 employés, répartis, donc il y a 28 sites de production, majoritairement en Europe et aux États-Unis. Un chiffre d'affaires de l'ordre de 8 milliards d'euros et 3 centres de recherche. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on conçoit, on développe des produits et des solutions donc pour une variété de marchés en partenariat avec nos clients et on pratique le recyclage. C'est ce que je développerai ensuite. Donc, on a différents types de produits. Par exemple, vous voyez ici ce qu'on appelle des produits laminés. Ça va être des bobines qui vont ensuite servir, par exemple, pour faire une pièce de carrosserie automobile. On vend aussi, par exemple, ce qu'on appelle des profilés qui, eux, sont extrudés. Ça peut servir, par exemple, ici, à une structure dans une aile d'avion. Ou même des composants automobiles qui sont déjà mis en forme. Et puis, on reviendra sur le recyclage plus en détail. Donc, nos grands secteurs d'activité, ils sont là. L'emballage, donc, que vous connaissez bien, la canette. Donc, j'ai vu qu'elle a été mise à l'honneur là, dans la pièce artistique derrière nous, sur au moins 5 lettres. L'automobile, l'aéronautique, et puis, de façon plus générale, on va dire l'industrie. Donc, nos clients, qui sont-ils? Les principaux constructeurs automobiles, les fournisseurs de boissons, soda ou bière, et les constructeurs aéronautiques et aérospatiales. Le centre de recherche, donc, il est situé en France, à Vorep, près de Grenoble, avec 2 antennes, une antenne sur le sol américain dans le Michigan et une antenne en Angleterre. C'est 230 salariés. Et un portefeuille de brevets de l'ordre de 225 familles de brevets. Et qu'est-ce qu'on fait dans le centre de recherche? On développe des nouveaux produits. Donc pour nous, les nouveaux produits, c'est des nouveaux alliages. On améliore les procédés de fabrication. On caractérise les matériaux. On a un support technique à l'ensemble de nos usines. Et on a aussi toute une partie, en collaboration avec nos clients, de développement technologique avec nos clients sur les procédés de nos clients, soudage, assemblage, mise en forme. Donc, si on regarde un peu plus maintenant dans le vif du sujet, donc le cycle de vie de l'aluminium, où est-ce qu'on se situe? Alors, en fait, ce que vous voyez ici, c'est on part du minerai. Donc, le minerai est bien connu à la bauxite. Ensuite, il y a une étape d'affinage qui permet d'obtenir l'alumine. L'alumine, c'est de l'oxyde d'aluminium, combinaison donc oxygène-aluminium. Et ensuite, il faut procéder à l'étape d'électrolyse. Cette étape permet de passer de l'oxyde au métal aluminium. Et ensuite, pour faire un produit qu'on appelle semi-fini, on peut venir combiner de l'aluminium qu'on appelle primaire, donc extrait qui provient du minerai, et de l'aluminium qu'on va appeler secondaire, qui lui provient de la boucle à droite
et donc des différentes chutes qu'on va pouvoir trouver lors du cycle de vie de l'aluminium. Donc les premiers types de chutes, c'est déjà nos chutes internes, donc dans nos procédés de fabrication. On va avoir des chutes qui sont réincorporées dans la fabrication des produits. On a ensuite un deuxième type de chute qu'on appelle les déchets pré-consommation. Ça, c'est les chutes de nos clients, c'est-à-dire qu'on va livrer une bovine, il va y avoir des étapes de découpe, de mise en forme, et donc il y a des chutes à ce moment-là qui peuvent aussi revenir dans le cycle de fabrication. Et puis, disons, le plus important, c'est les déchets fin de vie. Alors, vous en connaissez pas mal, donc bien sûr la canette en aluminium, mais aussi les câbles électriques, les profilés bâtiments, donc profilés de fenêtres, et dernier exemple dont je reviendrai en détail, l'aluminium des véhicules, issus des véhicules en fin de vie. Et donc nous, on est vraiment situé, le groupe Constellium, non pas aujourd'hui dans la partie extraction de l'aluminium, électrolyse. On achète à l'extérieur de l'aluminium primaire quand on en a besoin et on est sur la chaîne de fabrication des alliages à partir d'aluminium primaire et d'autres éléments qu'on va ajouter, du magnésium, du silicium, du cuivre, en fonction de l'application finale pour le client. Alors là, vous avez l'empreinte carbone de la production de l'aluminium primaire. Et on regarde où est-ce que ça fait mal. Donc, pour un ordre de grandeur, le monde de l'aluminium, c'est 2% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Une moyenne des émissions de CO2 en tonnes par tonne d'aluminium produite de 17 tonnes équivalent CO2. Et quand on regarde, en fait, il y a une étape qui pèse lourd là-dedans, c'est l'électrolyse de l'aluminium. Donc, c'est un procédé particulièrement énergivore. Et donc qui, suivant la source d'énergie d'électricité qui va être utilisée pour le procédé, émet pas mal de CO2. Là, c'est un exemple, donc ça, ce sont les chiffres Constellium pour montrer une entreprise comme la nôtre. C'est quoi son bilan CO2 et quels sont on va dire, les endroits où il faut travailler. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, nos procédés internes, c'est-à-dire soit les émissions de CO2 à la sortie de nos usines, soit l'électricité qu'on consomme, c'est le petit rond orange. Donc en industrie, si vous n'êtes pas familier, on divise les émissions de CO2 en 3 scopes. Donc le scope 1, c'est les émissions à la sortie de mes usines, pour faire simple. Le scope 2, c'est l'électricité que je consomme. Et le scope 3, c'est en particulier tous mes achats. Et donc, dans notre cas à nous, vu qu'on achète de l'aluminium primaire qui provient de l'électrolyse, c'est ce scope 3 qui domine le contenu CO2 du métal final qu'on va livrer à nos clients. Alors donc, le groupe Constellium s'est engagé à une réduction des émissions de CO2. On est aujourd'hui donc en moyenne à 5 tonnes par tonne et avec un objectif de passer à 3,5 tonnes par tonne. Et ça inclut bien sûr ce scope 3 qui est nos achats de matière extérieure. Et donc ça passe notamment par une augmentation du recyclage, donc avec un minimum de 50% d'aluminium utilisé en 2030 issu des procédés de recyclage. Alors pourquoi le recyclage il est clé? Vous allez vite comprendre. Donc on retrouve ici, vous avez un graphique qui vous donne l'empreinte carbone par tonne d'aluminium produit en fonction du procédé de production. Donc on retrouve les 17 tonnes par tonne de la moyenne mondiale. Ensuite, ça va varier bien sûr en fonction de dans quel pays l'aluminium primaire est produit et donc quelle est la source d'électricité utilisée pour cette production. Mais on voit que même quand on est sur une énergie décarbonée, aujourd'hui on est à 4,5 tonnes par tonne. Par exemple, si on est sur l'usine de Dunkerque en France. Quand on parle de recyclage et qu'on passe de 17 à 0,5 tonnes par tonne, en fait, on fait moins 95% de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre associées. Et donc, le recyclage, c'est clé pour nous dans l'aluminium, de par ce gap entre la production primaire et le recyclage. Et à quoi c'est dû? Alors, pour vous donner un petit peu de physique sur l'aluminium, là, vous avez la comparaison justement entre l'énergie pour la fabrication primaire et l'énergie pour recycler. Et vous voyez que l'aluminium, si on fait le delta entre les deux, donc c'est le matériau pour lequel, parmi les matériaux courants, la différence est la plus importante. Pourquoi? Parce que l'aluminium, il a une forte affinité pour l'oxygène. Donc, dans l'étape d'électrolyse, il faut séparer, passer de l'alumine à l'aluminium, et donc il va falloir séparer, je veux dire, l'aluminium de l'oxygène. Et ça, c'est très énergivore. À l'inverse, l'aluminium, il a un bas point de fusion. C'est-à-dire que quand je veux le refondre, je veux le recycler, il suffit de monter entre 600 et 700 degrés pour refondre un déchet d'aluminium et le recycler. Donc ma consommation énergétique
liée à l'étape de recyclage, elle est relativement faible. Et donc, c'est vraiment la pierre angulaire, le recyclage, de la diminution des émissions de CO2 dans le domaine de l'aluminium. Alors, il y a un exemple, c'est celui qu'on citait tout à l'heure, que vous connaissez bien et qui marche, c'est la canette en aluminium. Globalement, cette canette, quand elle est collectée, alors le taux de collecte en Europe, c'est 80%. La France est mauvais élève, la France, on a 60%, mais il y a beaucoup de pays où il y a une consigne sur la canette en aluminium. Les canettes en aluminium, elles sont collectées séparément des autres déchets et elles reviennent directement compactées, comme vous voyez ici, dans nos fours de fusion. Et donc, on rentre des balles qui sont constituées de canettes en aluminium compactées. Et donc, ces canettes, elles sont refondues. Pendant le cycle de fusion, il y a une étape de délaquage qui permet d'éliminer les peintures et les vernis. Et on peut obtenir, vous voyez là, un lingot. Et ce lingot, il peut servir à refabriquer le corps de la canette en aluminium. Et donc ça, c'est un cycle qui fonctionne et qui est un peu, on n'est pas très loin quand même du recyclage à l'infini. Alors vous allez voir, ce n'est pas le cas forcément des autres domaines. Je voulais citer un point, voilà, c'est que donc, pour ces histoires de canettes, finalement, le challenge, c'est l'investissement. C'est-à-dire, il faut investir sur des capacités de recyclage, des fours de recyclage. Donc un exemple, actuellement sur notre site production emballage automobile en France, en Alsace, donc il y a un chantier de construction d'un nouveau centre de recyclage pour avoir 135 000 tonnes supplémentaires de produits recyclés, éviter 400 000 tonnes d'émissions CO2 sur ce site. Et donc, j'ai presque pas besoin de citer les avantages, mais moindre dépendance à l'électrolyse, diminution du contenu CO2 de nos produits et donc possible réponse aux attentes environnementales de nos clients, et une diminution des coûts de production et de l'efficacité énergétique. Donc là, on est dans un système où quand on a fait l'investissement initial, on est totalement gagnant. Et donc le début de la production est prévu pour septembre 2024. Alors après, vous allez me dire, avec tout ce que je vous ai dit, alors pourquoi l'aluminium, on n'est pas recyclé à 100%? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, ce n'est pas si simple, malheureusement. Une des grosses problématiques, c'est les impuretés dans un cycle de recyclage. Et depuis le début, j'emploie le terme d'aluminium. En fait, je parlerai des aluminiums. On a des alliages d'aluminium qui vont être alliés avec d'autres éléments. Et donc, il y a deux gros challenges qui est la séparation par famille d'alliages et la moindre contamination. Alors là, ce qu'on voit, c'est notre pire ennemi, c'est le fer. Or, vous avez vu tout à l'heure que l'acier est abondant dans un certain nombre de produits. Et donc, la séparation, mais vraiment jusqu'à une pureté importante avec le fer, est importante. Vous avez un exemple ici, ça c'est une image au microscope électronique à balayage d'un produit en aluminium. Et ce que vous voyez en blanc et en noir, c'est ce qu'on appelle des phases intermétalliques. Pardon. Le fer, il est très peu soluble dans l'aluminium. Donc, il va s'agglomérer pour former ces phases intermétalliques qui ensuite peuvent donner lieu à des sites, on va dire, d'endommagement lors de la sollicitation mécanique du matériau. Ce que vous voyez ici, donc, par exemple, sur le matériau final, on a un côté de caisse automobile qui a été embouti et qui présente voilà, des fissures. Donc on a tout un certain nombre de produits qui doivent répondre à des caractéristiques mécaniques de ductilité et de mise en forme importantes, dans lesquelles il va falloir revenir aux alliages le plus pur possible ou trouver des moyens pour limiter la contamination. Alors, faisons un focus sur l'automobile où vous allez voir que la situation est très différente de la situation de la canette que j'ai mentionnée tout à l'heure. Donc, dans l'automobile, déjà, dans une voiture, il y a plein d'alliages d'aluminium différents. C'est un produit un petit peu plus complexe qu'une canette. Et donc, on a déjà deux grandes familles d'alliages d'aluminium. On a les alliages qu'on appelle les alliages de moulage, donc par des procédés de moulage dans un moule. Ces alliages, ils sont très présents dans l'automobile jusqu'à maintenant parce qu'ils servent notamment à toutes les pièces de l'électromoteur d'un véhicule, toutes les pièces du bloc motopropulseur d'un véhicule thermique. Et dans ces alliages de moulage, on va trouver deux types. On va trouver ce qu'on appelle des alliages secondaires. Donc ceux-là, ils peuvent tolérer beaucoup d'impuretés. Là, c'est dès que j'ai des pièces qui sont peu sollicitées mécaniquement. Donc c'est le cas, par exemple, d'un caisson d'un moteur thermique. Ça va par contre pas être le cas si on parle des roues ou si on parle de pièces de structure. Où là, on aura des alliages qu'on appelle des alliages de moulage primaire qui, eux, vont avoir peu de tolérance aux impuretés.
Et là, ce type d'alliage, c'est des alliages qu'on appelle la famille 4000. Globalement, si je fais très simple, c'est aluminium-silicium, jusqu'à 10-12% de silicium. Et après, il y a une deuxième famille. Donc nous, Constellium, on n'est pas du tout présent sur ce type d'alliage. Et il y a une deuxième famille qu'on appelle les alliages corroyés, qu'on va trouver dans un véhicule plutôt sur tous les ouvrants. Donc on peut retrouver des portières, des capots. On va les retrouver aussi sur des pièces, par exemple la poutre de pare-choc, qui est représentée ici, ou certaines pièces de structure. Et là, on va avoir d'autres alliages, c'est-à-dire que certes, on a toujours majoritairement de l'aluminium, mais on a notamment du magnésium pour la famille qu'on appelle 6000, ou des familles 5000, pardon, ou pour la famille 6000, des mélanges silicium-magnésium, mais avec le silicium en beaucoup plus faible quantité que ce qu'on a dans les alliages de moulage. Et donc, le challenge, quand on veut recycler l'aluminium du véhicule, c'est non seulement d'extraire l'aluminium au milieu de tous les autres éléments qui sont dans un véhicule, donc verre, plastique, acier, autres matériaux métalliques, et ensuite de faire une séparation par famille d'alliages, parce que malheureusement, les alliages corroyés que vous voyez en bas, ils sont peu tolérants aux alliages de moulage. À l'inverse, les alliages de moulage de seconde fusion peuvent absorber les alliages corroyés, mais ce n'est pas le cas dans l'autre sens. Alors, je voulais vous faire l'état de l'art du recyclage de l'aluminium actuel dans l'automobile. Donc, vous retrouvez nos fours de fusion. Aujourd'hui, dans nos fours de fusion, donc, on met deux choses, soit du métal primaire, soit des déchets fin de vie, mais ces déchets fin de vie, ils ne viennent pas de l'automobile aujourd'hui. Ça va être du déchet fin de vie bâtiment, du déchet fin de vie câble, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, donc, on va couler un lingot. Bien sûr, donc aujourd'hui, il y a des chutes de fabrication, elles reviennent dans le four de fusion. Ensuite, la bobine qui est obtenue, elle va être livrée par exemple donc, chez le constructeur automobile, qui va la mettre en forme, la découper pour en faire votre portière. Et là, il a les chutes de fabrication. Le flux retour, alors ça peut paraître surprenant, mais le flux retour des chutes entre les constructeurs et les fabricants d'aluminium, il est en train de se mettre en place. Parce que, notamment, les lignes traditionnelles des constructeurs automobiles ne sont pas forcément triées. C'est-à-dire qu'eux, ils ont plusieurs alliages, notamment si on fait une portière. Aujourd'hui, si vous avez une voiture avec une portière alu, l'extérieur de la portière est dans un alliage et l'intérieur, qu'on appelle la doublure, est dans un autre alliage. Et donc, les chutes de fabrication peuvent être mélangées. Et donc, quand elles sont mélangées, la plupart du temps actuellement, elles retournent dans les alliages de seconde fusion. Et donc, elles sont, on parlait tout à l'heure de downcycling, elles sont certes recyclées, mais pas pour la même application et pour une application à moindre valeur ajoutée. Donc, j'y arrive au bout. Et donc ensuite, après, bien sûr, le challenge, c'est le véhicule en fin de vie. Et là, les déchets qu'on appelle post-consommation, aujourd'hui, le véhicule, il est broyé. On sépare l'aluminium des autres matériaux, mais par contre, tout le mélange d'aluminium retourne dans les alliages de moulage de seconde fusion. Et donc, vraiment, le challenge, c'est être capable d'aller extraire les alliages corroyés des véhicules et pour les réinjecter dans nos fours. Et donc, un point pour vous donner un aperçu de ce sur quoi on travaille. Donc, on a un projet en cours de construction avec l'ADEME et l'écosystème du recyclage automobile pour aller récupérer ces alliages corroyés sur les véhicules en fin de vie, sachant que leur part ne fait qu'augmenter. Donc, à l'avenir, les quantités aujourd'hui qui ne sont pas très importantes vont être de plus en plus importantes. Donc, globalement, on veut travailler, je vais le faire vite, sur deux types de filières. Donc, c'est une mise en place de la filière avec des partenaires. La filière traditionnelle qui est celle du broyage du véhicule et ce qu'on appelle le twitch, donc c'est le résidu d'aluminium qui, après séparation avec les autres matériaux. Et donc on travaille avec des techniques de tri type laser pour séparer les différentes familles d'alliages d'aluminium et notamment récupérer la famille 6000 qui nous intéresse particulièrement. Et avec un partenaire français que vous connaissez peut-être, qu'on appelle l'Indra, qui est spécialiste dans le démantèlement des véhicules. Là, on veut mettre en place une autre filière, qui est une filière basée sur le démontage, c'est-à-dire plutôt que de mélanger et de broyer la voiture, d'aller chercher spécifiquement les pièces en aluminium sur véhicule. Donc il y a toute une étape de faisabilité technique et bien sûr d'intérêt économique et de comparaison des deux filières. Et un dernier point, c'est que un des gros challenges, c'est ce twitch. Voilà, donc là, pour concevoir une voiture. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème de l'écouler, dans le sens qu'il finit dans les moteurs, dans les groupes motopropulseurs des véhicules thermiques. Aujourd'hui, on est en train d'avoir une inversion totale du marché, avec une croissance des véhicules électriques, pour lequel la demande en alliage de moulage de seconde fusion va être bien moindre. Et donc, on va se retrouver avec un surplus
de ce type de déchets, qui dans nos alliages traditionnels aujourd'hui n'est pas compatible. Et donc l'idée, c'est de développer des alliages plus tolérants aux impuretés, plus compatibles avec ce type de matériaux d'entrée, et notamment une des applications phares, c'est le caisson de la batterie du véhicule électrique. Et donc on travaille sur des modèles qui seraient capables d'avoir des hautes teneurs en recyclage à partir de ce type de matériaux de mélange. Voilà, je crois que j'en ai fini. J'avais une slide. Donc, je vais faire très vite. Globalement, dans l'aluminium, le recyclage, ça ne fait pas de doute que c'est intéressant. C'est la façon la plus rapide, la plus simple et la moins consommatrice d'énergie pour réduire l'empreinte carbone des produits. C'est une combinaison unique, je dirais, d'opportunités et de challenges. Il y a une culture du recyclage qui est bien établie. Il y a un bénéfice économique clair. Par contre, le concept d'économie circulaire, comme vous l'avez vu, il doit être étendu à d'autres secteurs que celui de l'emballage. Avec le challenge, on va dire, de produits particulièrement exigeants et d'être capable de gérer des sources de métal qui vont être plus variables que dans le cas d'un métal primaire. Et donc, Constellium, on travaille à la fois, vous avez vu, sur la partie investissement industriel et au niveau R&D, avec de multiples actions, donc du développement d'alliage, de l'éco-design avec les constructeurs. On travaille beaucoup, par exemple, la portière pour avoir une portière mono-alliage et non pas bi-alliage. L'amélioration des techniques de tri avec les spécialistes donc, du tri et avec les ferrailleurs, l'optimisation de la préparation des chutes avant refusion. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup, Madame Mas.